Je savais qu'on s'en serait sorti. J'avais cette conviction. Parce que le vin ne se gâte pas. C'est pas une denrée périssable. Et le vin était très bon. Donc je n'avais pas de doute là-dessus. Elie Benzaken, bonjour. Bonjour Cathy. Enfin, moi, je suis ravie d'être dans cet endroit franchement paradisiaque. On se croirait en Toscane. On est où ici? À Yad Hashmona, dans la Haute-Judée. On est à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Vous êtes arrivé en Israël, on peut dire il y a à peu près 55 ans? Depuis 70. 1970, un peu moins. 52 ans. Pourquoi vous êtes monté, vous qui avez une vie riche, vous avez voyagé un peu partout? Je n'étais pas chez moi nulle part. J'étais pas chez moi où je suis né en Égypte. Je suis devenu italien parce que ma mère était italienne, mais les Italiens, un Italien une fois m'a dit « Tu ne suis pas vraiment italien, tu es juif ». Je n'étais pas suisse, je n'étais pas anglais, j'ai fait des études en Angleterre. C'est dur comme ça d'être toujours à la recherche de son identité, d'être toujours un peu en décalage avec le milieu où on vit, tout en connaissant tous les codes, mais en étant un peu décalé. Le nazisme m'a vraiment marqué. Je n'étais pas là, mais les photos des camps, du petit garçon à Varsovie qui a les mains levées et le gosse et le soldat qui pointe un fusil. Je veux être du côté du fusil, pas du gosse. Vous avez toujours ressenti ça? Ouais. 70, on est 3 ans après la guerre des 6 jours. À la guerre des 6 jours, à Genève, à l'université, les étudiants arabes à haute voix disaient cette fois-ci on vous jette tous à la mer. Donc les 3 semaines d'attente à Amtana, de 3 semaines pour savoir s'il y aurait eu guerre ou pas guerre. Nasser a demandé aux troupes de l'ONU de se retirer. Il a bloqué le passage maritime pour Elat et personne ne s'en occupait. Les grandes puissances ne disaient rien. Abba Eben continuait d'aller d'une capitale à l'autre, ça ne servait à rien. Donc cette attente m'a marqué beaucoup. Et puis je suis venu en Israël, j'étais dans un moshav à Beth Shearim, dans Emek Israël. Vous êtes venu en tant que volontaire? Volontaire, oui. Pendant la guerre des 6 jours? Oui, et donc on m'a mis dans une ferme où le mari était à la guerre, où le fils était à la guerre. C'est de là qu'est né votre amour pour la terre d'Israël, pour être proche de la terre, parce qu'aujourd'hui vous êtes à la tête du Castel, du domaine du Castel que vous avez fondé. Pour la terre, c'est mes années en Angleterre, où j'ai fait 2 ans en pleine campagne, dans l'Angleterre profonde. Et donc beaucoup de balades dans les bois. Ça a vraiment marqué. Les poètes anglais, les romantiques, Keats et Wordsworth, c'est ce que j'aimais lire. J'ai eu une tendance qui existe toujours. À aimer la campagne. À aimer la campagne, pas seulement la campagne, aussi la nature. 26 ans, vous arrivez en Israël au Merkaz Klita, vous avez un petit bébé de 10 mois. C'est pas simple, j'imagine, au départ? Ah oui, alors, nous sommes arrivés, on nous avait dit qu'on aurait eu un appartement dans le Merkaz Klita. L'appartement, c'était une longue chambre avec un rideau pour la diviser en 2. Et dans la première chambre, c'était aussi la cuisine. Et la salle de bain faisait 2 mètres carrés. On est arrivé à minuit. Il faisait une chaleur. Il n'y avait pas de clim, oui. Et il n'y avait pas d'eau froide dans le frigo. Elle était chaude, elle était pleine de chlore. Vous vous rappelez encore de ça, 50 ans après? Parce que c'est juste la réception. Mais là, ma femme se met à pleurer. Elle a dit « je reste pas ». Ah non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Au contraire, après la guerre de Yom Kippour, elle est devenue une vraie sioniste. Et oui, parce que vous arrivez en 70, donc 3 ans après, vous êtes enrôlé, vous faites votre service militaire et vous faites la guerre. Je retourne en Égypte. Je retourne en Égypte parce que je traverse le canal et j'arrive jusqu'à la ville de Suez. Et vous êtes dans les tanks? C'était votre unité? Non, j'étais dans l'artillerie. Et là, j'ai été mobilisé pendant 6 mois. Et on avait commencé une école équestre, parce que j'ai toujours aimé ça. Et on avait des chevaux, les écuries n'étaient pas finies. Ma femme est restée seule avec 12 chevaux, 3000 poulets de ponte et 2 bébés. Et vous n'étiez plus au Merkaz Klita, vous aviez atterri où? Au Moshav. Au Moshav. Où j'habite.
toujours. Elle prenait des leçons de conduite, elle mettait le bébé Ariel qui avait 1 an. Il est né donc Yom Kippour de l'année d'avant. Elle le mettait sur les genoux du prof de conduite et elle a eu son permis la première fois. C'est important d'avoir une femme capable, qui vous comprenne, qui vous suive Oui, c'est sûr. Pour passer tout ce que vous avez passé ici. Absolument. Je n'aurais pas pu faire ça tout seul. C'est très compliqué de résumer votre vie, mais c'est passionnant pour les gens qui nous écoutent de voir les étapes, ce qu'on imagine. Les choses n'arrivent pas facilement, pas toujours facilement. Quand j'étais encore à Genève, j'ai eu un job à l'agence juive. Et je m'occupais de 2 choses. Une, c'était les mouvements d'Aliyah européens et de l'Union universitaire juive. J'étais à l'ONU comme représentant de la WUJUS. Le type qui était mon boss s'appelait Bar-Giora, Naftali Bar-Giora. Il n'était pas à Genève, il venait de temps en temps. Il était à Jérusalem, mais j'avais de longues conversations avec lui. Et il m'a dit une chose qui m'est restée. Il m'a dit, si tu veux réussir ton Aliyah, tu dois brûler tous les ponts derrière toi. Il n'y a pas de retour. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes venu ? Ouais. Même si ça va, le pire, il faut résoudre le problème là. Et pas... Retourner n'était pas une solution. Vous passez la guerre de Kippour, vous restez immobilisé 6 mois, après vous revenez à la vie civile. Terrible, je n'ai plus rien, je n'ai plus les chevaux, je n'ai plus les poulets. Vous avez tout perdu ? J'ai tout perdu. Votre argent s'est terminé ? Oh, l'argent est terminé, ou presque. Je donnais des cours d'anglais et de bridge. Ma femme vendait des Tupperware. C'était pas facile. Pas facile, et ça a duré 2 ans. Alors après, comment vous avez rebondi ? Qu'est-ce qui fait qu'on vous a tendu la main ? Au bout de 2 ans, on m'a offert un travail au kibbutz d'à côté, Tsuba, où j'ai des vignes depuis longtemps. Depuis 1998, j'ai des vignes là-bas. Pendant 3 ans, donc j'ai fait 75-78. Ils ont monté une fabrique de poussins. Fabrique de poussins, ça veut dire une couveuse automatique. Vous êtes occupé de ça ? Je me suis occupé de ça pendant 3 ans. Est-ce que vous pensiez déjà au vin ou c'était pas du tout dans votre tête ? Je n'aimais pas le vin, non. Ah, vous n'aimiez pas le vin ? Incroyable. Je n'aimais pas le vin parce que ma grand-mère italienne me tendait des verres de vin de Chianti bon marché qui étaient tellement acides et qui brûlaient quand j'avalais, me brûlait le gosier que vraiment ça. Elle me disait, bois, c'est bon pour toi. C'était imbuvable. Ça aurait été imbuvable pour moi aussi aujourd'hui, mais à l'époque... Et donc un jour, un copain de Milouim m'a dit, il venait manger chez nous le soir, il m'a dit, c'est très bon ce que tu fais, on faisait des pâtes fraîches. Des pâtes fraîches à la maison ? Ouais. Il m'a dit, si vous ouvrez un restaurant, j'investis $5 000. Et en définitive, on a été 4 au début, à Mamma Mia. Chacun a mis $5 000. Et moi, je ne les avais pas. Et j'ai vendu l'or que j'avais hérité de mes parents qui étaient déjà plus avec nous. Mais ça ne m'a pas fait plus que $3 000, donc je leur devais encore de l'argent. Ils m'ont dit, ça va, avec les premiers bénéfices, tu nous payeras. Et c'est comme ça qu'on a commencé Mamma Mia. Et c'était le restaurant de Jérusalem, le Nec Plus Ultra, dans les années 80. C'était délicieux, la vraie cuisine italienne. Ça, c'était une belle aventure. Une très belle aventure. Le premier jour, on avait cuisiné pendant donc, la veille, toute la journée. Vous avez tout appris un peu sur le tas, parce que c'était pas votre métier, quoi. Non. Et à 9h du soir, il n'y avait plus rien à manger. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte. Mais ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, d'abord, qu'il faut faire beaucoup plus. Et 2, c'est tous les jours, ça va être comme ça. C'est pas comme quand on invite des gens à la maison, on cuisine, c'est pour une soirée, et puis le lendemain, on mange les restes. Et là, au restaurant, ça veut dire recuisiner tous les jours. Et on n'arrivait pas à cuisiner assez. C'était incroyable. Le premier week-end, c'était en décembre 80, le premier week-end, dans le Jerusalem Post de vendredi, il y avait déjà un article très favorable avec quoi manger. Et là, nous arrivons, Motzei Shabbat, pour ouvrir, il y avait la queue. Tu l'as pas connu, mais en 80, nous étions pendant une année à Rehov Hillel. Et donc, sur le trottoir qui descendait, il y avait une 30aine de personnes
qui attendaient qu'on ouvre. Et ils sont tous assis avec l'article. Ils ont dit voilà, on veut manger comme dans comme dans l'article. Oui, c'était un grand succès. Ça a duré longtemps. 22 ans. Quand vous avez arrêté le restaurant, vous n'étiez pas dans une bonne situation. Ça s'est arrêté malgré vous. Mais on était déjà avec la cave. Vous aviez déjà commencé en parallèle. Oui. La première étape de construction, c'était en 96. Donc quand le restaurant l'a fermé en 2002, on était déjà complètement embarqué dans autre chose. Ma mamie a investi l'argent. En fait, c'est l'argent qu'on avait, on n'avait pas d'autre. Mais entre-temps, on n'avait plus d'associés. Et donc, on les avait dédommagés. On est resté seulement notre famille. Et on a construit la cave. Et là, c'était... Le trou rouge à la banque est devenu énorme, avec beaucoup de dangers, parce qu'on avait un stock de 3 années qui est invendu encore. La banque nous courait derrière. Grâce à mon fils Ariel, qui est très capable de comprendre les choses et qui m'a libéré la tête pour faire le vin, et lui s'est occupé des choses qui sont moins sympas, des finances. Moins sympas, les finances, les banquiers, qui étaient devenus méchants en fait. Donc votre fils vous a soutenu. C'est lui qui a mené le combat dans cette tranchée-là. Cette tranchée. Et puis il y avait le marasme économique en Israël, c'était la deuxième intifada. C'est aussi pour ça que vous avez fermé le restaurant. Oui. Je suis dans une aventure sans le voir. Je suis dans la tempête sur un bateau que j'avais déjà embarqué. C'était tellement mauvais que si j'aurais vendu la ferme, la maison et la ferme à cette époque-là, ça n'aurait pas couvert les dettes qu'on avait. Vous y avez pensé? Ah oui, je pensais tout le temps. La première grande plantation, c'était en 96 et 97, les 2 premières grandes années de... Mais au début, vous aviez planté ces vignes-là pour vous, pour faire du vin pour votre usage personnel? Non. Sur un petit terrain près de la maison, j'ai planté une petite vigne pour jouer. Okay. Cette petite vigne a fait le premier vin en 92, 2 barriques. Et vous aviez quoi derrière la tête? De faire un peu de vin. Comme ça? Ouais. C'est 600 bouteilles, 2 barriques. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Je dis, je vais distribuer à des copains. Enfin, en définitive, j'ai vendu un peu parce qu'il y a eu qui voulaient en acheter. Mais ça a eu du succès? Il y a beaucoup de succès. Beaucoup de succès, c'est un vin d'un autre style. Et une grande critique anglaise a reçu une bouteille. Elle a écrit le retour un fax qui est à l'intérieur, encadré, à la personne qui lui a amené la bouteille en lui disant « c'est le meilleur vin d'Israël que j'ai goûté. Et il est classique et, entre guillemets, un vrai tour de force en français. » Elle le dit en français. Et donc ça, c'est 95, et c'est le moment où j'ai décidé... Vous avez décidé d'aller plus loin. Ouais. Elle vous a donné du courage pour vous dire que finalement, oui, c'est pas une si mauvaise idée. C'était une lettre du bon Dieu. C'était pas programmé, mais c'était là. Alors aujourd'hui, vous êtes développé énormément, vous vendez dans le monde entier, vous exportez énormément. Je sais pas, vous devez produire 300 000 bouteilles, quelque chose par an, Plus même. Plus aujourd'hui? 400. 400 000 bouteilles. On a 2 caves maintenant. Le poulailler qui était devenu une cave de Castel jusqu'en 2015. Pendant 2 ans, on était trop occupés ici pour apprendre comment travailler avec les nouveaux locaux. Depuis 2017, on a renouvelé la production dans la vieille cave. On fait d'autres vins avec d'autres cépages. Des cépages méditerranéens. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous êtes complètement autodidacte. On dit de vous que pour savoir quand est-ce qu'il faut vendanger, même si vous avez beaucoup de technologie, évidemment, aujourd'hui on imagine, mais vous vous fiez toujours à votre goût, à votre palais. C'est dingue. Ouais, pas seulement le mien, celui de mon fils aussi, mais le meilleur moment de vendanger ne se voit pas dans les analyses chimiques. C'est pas combien de sucre ou combien d'acidité. Au début, je le faisais, mais très vite appris, et c'est un goût. Et c'est facile, c'est pas très difficile, le raisin est doux, mais fade. Le moment où le raisin est doux, mais goûteux, il y a le goût de fruits, c'est le moment où il faut vendanger. Comment on se lance dans une aventure pareille? Est-ce que vous avez eu peur au début? Parce que après vos 600 bouteilles... Non, j'ai pas eu peur. Vous n'avez pas eu peur? Vous êtes dit, on y va? Non, mais j'étais très convaincu, enfin, après la lettre
de Serena Sutcliffe, la dame l'anglaise. J'avais ce sentiment profond. C'est pas un jeu d'hasard. Tu es fait pour ça. J'ai été préparé pour ce métier. Qu'est-ce que c'est que ce métier en fait? C'est être méticuleux, être intelligent, savoir comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. La propreté est très importante. Savoir écouter les autres, ce qu'ils ont fait. Savoir comprendre ce qui peut être adapté au climat. Est-ce que vous pensiez qu'un jour vous auriez la réussite que vous avez aujourd'hui? Non, pas aussi grande, mais je savais qu'on s'en serait sorti. J'avais cette conviction. Parce que le vin ne se gâte pas. C'est pas une denrée périssable. Et le vin était très bon. Donc, je n'avais pas de doute là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu, à tenir dans la tempête? Quelle est votre qualité qui fait que ça a marché? Parce que c'est pas évident quand même. Je ne sais pas. Parce que je sais que je ne suis pas manipulateur. Je dis trop souvent les choses que je ne devrais pas dire. C'est très israélien en même temps ça, de dire ce qu'on pense. Mais enfin, c'est pas très diplomatique. Enfin, ça a marché, j'ai beaucoup de chance. Quand vous regardez un petit peu en arrière, votre parcours, le fait que vous soyez aujourd'hui en Israël avec des enfants qui vivent avec vous en Israël, des petits-enfants, qu'est-ce que ça vous fait? C'est pas exactement ce que j'avais pensé. C'est-à-dire qu'ils sont tous en Israël. Je ne sais pas si la génération d'après restera. Je suis de gauche, le pays est devenu de droite d'une façon absurde et méchante. C'est pas l'Israël que j'avais connu, et que j'avais idéalisé aussi. Il suffit de voir qui est à la Knesset et les discours qu'ils tiennent. Tu es séfarade, je suis séfarade. La religiosité séfarade est tellement humble et embrassante de tout le monde. Ma'alech, ça va s'arranger. Ils ne sont pas extrémistes. Nous n'avons jamais été extrémistes. Et maintenant, on a affaire à tout le monde est devenu extrémiste. Ça vous dérange? Beaucoup. Ça vous déçoit? Beaucoup. Est-ce que vous croyez que vous pouvez, votre niveau, remédier à ça? J'ai ma part du tort parce que j'avais pensé une fois, souvent, que peut-être je devais être plus impliqué en politique, etc. Et j'étais trop occupé à faire autre chose. J'ai même voté une fois Likoud en 77. Non, mais jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que va de l'avant, etc. Mais je ne suis plus sûr, vraiment, qu'on n'est pas en train d'aller vers un Khurban Bayit Shlishi. C'est plus un beau pays. C'est pas très encourageant pour tous ceux qui ont envie, qui souffrent à l'extérieur du pays, qui souffrent d'antisémitisme et qui ont envie de venir ici. Peut-être qu'ils doivent venir remettre les choses en place parce qu'on doit résoudre le problème palestinien. C'est pas... Ils vont aller nulle part comme nous allons nulle part. Donc, il faut pouvoir résoudre ce problème. C'est pas possible que des jeunes soldats israéliens de 18 ans cassent des portes toutes les nuits en Cisjordanie pour entrer dans des maisons où il y a des bébés, des vieux. C'est terrible. Mais vous aussi, vous avez fait l'armée, vous aussi, vous avez défendu le pays. Vous pensez que c'est pas la même chose? Moi, j'ai eu de la chance que je l'ai fait qu'un séjour dans les territoires. Et j'ai vu un soldat qui a été tué là-bas, à Hébron. Est-ce que vous aimez toujours Israël? Oui, j'aime Israël. Vous me faites peur. J'aime Israël. Je n'aime pas ce qui est en train de se passer, mais l'idée d'Israël est très importante pour moi. Est-ce que vous avez trouvé enfin l'endroit où vous êtes à votre place? Je suis très fier d'avoir apporté ce joyau, en fait. Pour moi, c'est un pont vers l'Occident, Castel. C'est pour faire voir au monde extérieur que nous avons les mêmes valeurs, parce que le vin, c'est la vigne, c'est les mêmes valeurs que les chrétiens ou que toute l'Europe. C'est ce qui nous lie. Il y a un film comme ça, magnifique. Vous croyez qu'aujourd'hui on peut entreprendre comme vous l'avez fait il y a des années? Est-ce qu'aujourd'hui ce serait encore possible? Ah oui, absolument. D'abord, il faut arriver à être humble, accepter ce que c'est qu'être israélien. D'après vous, vous dites que oui, c'est possible d'entreprendre ici, c'est toujours possible de faire des grandes choses, il y a encore de la place? C'est plus facile qu'ailleurs? Certainement, dans la vigne, c'est beaucoup plus facile qu'ailleurs. Il y a encore de la place pour d'autres vignerons, d'autres marques? Oui, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup d'endroits qui peuvent être encore plantés en Israël et de plus en plus on plante dans le désert aussi.
C'est quoi votre plus grande fierté après toutes ces années? D'avoir fait quelque chose qui va rester après moi. Même si un jour les descendants vont décider de vendre, je crois que Castel va rester. Ça, c'est beau, ça. Ouais. C'est la chose la plus importante pour vous? Je ne sais pas si c'est la plus importante. J'ai été décoré par le gouvernement français. Ils m'ont donné le mérite agricole. Je suis chevalier du mérite agricole. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais... Ça vous a fait plaisir? Très, très plaisir. En fait. Dans un sens, je n'ai jamais habité la France, mais la France, c'est ma patrie. C'est ma langue. Quand je suis en France, les noms des rues me disent quelque chose. Je sais qui sont tous ces personnages. Je lisais Tintin quand j'étais gosse. Bientôt plus, parce que Tintin, c'est de 7 à 77. Je l'ai 78, donc je n'aurai plus le droit de le lire. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De passer dans l'autre monde facilement. Mais pas maintenant. Non, c'est pas. Le plus tard possible. Vous avez encore des rêves, des projets à réaliser? Oui, il y a des vins encore à faire. Ce qui est très beau dans la viticulture, c'est que chaque année, c'est un nouveau défi. C'est tout recommencer. Avec l'expérience. Et à la fin de chaque vendange, on dit on a fait ça, mais je crois que l'année prochaine, on va faire comme ça. Et on prend des notes pour la prochaine récolte. Mais il n'y a aucune récolte qui ressemble à la précédente. Donc, Elie Benzaken, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cet endroit paradisiaque, vraiment. Et merci pour ça aussi.